Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue chez Contexte, bienvenue pour ce nouveau live. Très heureuse de vous accueillir pour cette émission consacrée aux omnibus liés au secteur de la tech à Bruxelles. Notre regard, notre obsession comme toujours, vous proposer l'information la plus utile possible. On est ensemble pour 45 minutes pour parler de ce digital omnibus. De quoi s'agit-il ? Eh bien ce gros paquet qui a en fait deux volets, un omnibus IA et un omnibus données qui touche notamment au très sensible RGPD, le règlement général sur la protection des données. Alors, que faut-il attendre des négociations en trilogue sur l'omnibus IA ? Quels sont les points chauds à avoir en tête ? L'Union européenne peut-elle réguler sans entraver ? On est ensemble donc pour 45 minutes pour répondre à plusieurs questions, celles-ci notamment, mais aussi évidemment les vôtres, comme à chaque fois. Alors allez-y, dès à présent, je les attends en direct dans ce chat. Avec moi aujourd'hui, pour se projeter un peu sur la suite, deux journalistes de contexte basés au bureau de Bruxelles. Léo Lichtevaux, bonjour. Bonjour Lucille, bonjour à tous. Alors Léo, de quoi ? Tu es journaliste, pour Contexte Tech. On va commencer par te présenter. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Léo ? Je vais aborder le volet données de ce paquet omnibus numérique. Volet données qui touche à plusieurs textes, notamment un des monuments sacrés de la législation tech européenne, le RGPD, Règlement général sur la protection des données. Puis je vais essayer de revenir un peu sur la genèse de cet effort de simplification dans la tech. Merci beaucoup Léo. Marie-Colin, bonjour. Bonjour Lucille, bonjour à tous. Marie, notamment, est également journaliste pour Contexte Tech à Bruxelles. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Marie ? Alors moi, essentiellement du volet IA de l'Omnibus, qui est un texte assez technique négocié en express et qui est devenu assez récemment plus politique. Merci à tous les deux. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec notre première partie, deux omnibus, un compte à rebours. Alors que la course mondiale à l'intelligence artificielle s'accélère, ça ne vous aura évidemment pas échappé. L'Union européenne est engagée dans un vrai compte à rebours pour simplifier son arsenal législatif. Après un peu plus de 3 mois de discussion, les États membres et le Parlement européen ont validé en mars leur mandat de négociation sur l'omnibus IA, omnibus que suit actuellement Marie-Colin pour Contexte. On est entré dans la phase de trilogue sur l'omnibus données. On va entrer dans le dur un peu plus tard. Cet ensemble, je l'ai dit, porte un nom, Digital Omnibus. Alors, je vais commencer par me tourner vers toi, Léo. Qu'est-ce que ce terme recouvre, peut-être pour que chacun l'ait en tête, y compris peut-être, j'imagine, ceux qui pourraient le découvrir ce matin. Pourquoi on parle de ce Digital Omnibus et dans quel contexte ? Alors, pour replacer les choses dans leur contexte, on arrive en 2024, au début du nouveau mandat de la Commission européenne von der Leyen 2, après 5 ans de frénésie réglementaire législative dans le domaine de la tech. On a eu de nombreux textes qui ont été adoptés dans les 5 années qui précèdent, même dans la décennie. On a commencé tout ça avec le RGPD qui a été adopté en 2016, mais ça s'est poursuivi derrière avec des textes sur les données, le Data Act, Data Governance Act, des règlements sur les services et les marchés numériques, DSA, DMA. Il y a également le règlement sur l'IA qui a été adopté en 2023 et 2024. Donc voilà, beaucoup de textes qui viennent s'appliquer aux entreprises du secteur de la tech. Une sorte de frénésie législative. C'est ça, et qui crée un peu un millefeuille réglementaire. Alors c'est très exhaustif, mais c'est peu lisible. Et ça ne s'arrange pas parce que derrière ces textes-là vont venir des textes d'application, des lignes directrices, des orientations de la Commission pour aider à interpréter ces textes. On est aussi sur un secteur qui évolue rapidement, donc ces textes peuvent assez vite devenir obsolètes, ou en tout cas partie de ces textes peuvent devenir obsolètes. Et puis à ça s'ajoute la jurisprudence de la Cour de justice, notamment sur le RGPD, qui va venir clarifier l'application de ces textes. Donc on a un corpus législatif assez dense, peu lisible, et on arrive aussi à un moment où l'Union européenne se retrouve dans une espèce de retard de compétitivité. On avait commencé à voir ça autour de 2021-2022 avec l'IRA, la législation américaine pour pousser l'industrie européenne. On voit ça sur la tech à ce moment-là aussi. Il y a le rapport Draghi et le rapport Letta qui viennent poser un diagnostic assez sévère sur la tech en Europe, en tout cas l'Europe, le continent qui n'est plus suffisamment innovant, ou en tout cas qui ne permet pas aux entreprises tech de grandir suffisamment. À ça, vous rajoutez un dernier facteur qui est la victoire des partis plutôt de droite aux élections européennes, et donc plutôt pro-business et moins pro-régulation. Et donc on a un élan plus global vers la simplification. Ça se manifeste dans la tech, ça se manifeste dans tous les secteurs. On a parlé de la simplification du Green Deal pendant assez longtemps aussi. Mais donc la tech ne coupe pas à cet effort-là.
il y a la volonté plus générale de von der Leyen et de ses commissaires de simplifier, de codifier pour, en gros, libérer, redonner de l'oxygène, laisser les entreprises respirer, ou en tout cas, c'est ce que la Commission se donne comme mission. Donc, c'est noir sur blanc dans la lettre de mission de la nouvelle commissaire à la tech, Jana Virkkunen, simplifier, codifier où c'est possible. Et donc, cela va venir par des paquets omnibus. Qu'est-ce que c'est un paquet omnibus ? Bêtement, c'est un texte qui va amender plusieurs textes. Oui, terme qu'on a redécouvert quand Ursula von der Leyen a été confirmée pour son second mandat et qui est devenu un peu la sorte de mot-clé de ce second mandat. Merci Léo. Donc on comprend simplifier pour réussir à rester compétitif dans un secteur quand même qui avance très vite, se réinvente un petit peu en permanence. Marie, pour rentrer un peu dans le détail, est-ce qu'on peut rappeler l'objectif précisément de cet omnibus IA, omnibus donc intelligence artificielle, qui fait partie donc de ce digital omnibus. Quel est l'objectif derrière ce texte ? Oui, tout à fait, comme tu l'as dit, il y a le digital omnibus, il y a donc 2 paquets. Un paquet sur l'IA, donc qui se concentre uniquement sur la modification du règlement sur l'IA. Quand on a commencé à entendre parler du fait qu'il y allait avoir un omnibus tech, il y avait une certaine incertitude sur le fait que l'IA Act allait entrer dans le cadre de cet omnibus-là. La Pologne, lors de sa présidence, avait fait une note de simplification évoquant le fait qu'il fallait simplifier le règlement sur l'IA et notamment décaler, donc c'est le fameux stop the clock, décaler l'entrée en vigueur des obligations pour les IA à haut risque. Pourquoi ? Parce que depuis un certain moment, de nombreux acteurs de l'industrie notamment alertent sur le fait que les standards harmonisés qui les aident à se mettre en conformité ne sont pas prêts. Et donc est venue cette idée de décaler l'entrée en vigueur de l'entrée en vigueur des obligations pour les IA à haut risque. Et c'est comme ça un petit peu qu'est rentré le règlement sur l'IA dans le cadre de l'omnibus. IA Act, qui était pourtant tout jeune, qui venait tout juste d'être adopté. Tout à fait. Mais en fait, comme l'a rappelé Léo, l'IA Act tout seul, l'IA Act, en fait, c'est un règlement qui rentre en œuvre petit à petit. C'est pas une entrée en œuvre, une date. C'est petit à petit. Il y a eu d'abord l'entrée en œuvre des règles sur les risques inacceptables, sur les IA à haut risque inacceptables. Et donc, le 2 août de cette année, selon le règlement sur l'IA, rentrent en vigueur les normes, les obligations sur les IA à haut risque. Et donc, avec ces standards pas prêts, ça crée une espèce de peur ou d'incertitude sur le fait confusion. Que... Voilà, c'est ça. D'où la nécessité d'inclure le règlement sur l'IA dans le cadre de l'omnibus. Et d'en profiter un petit peu aussi peut-être pour simplifier, pour drainer certaines choses, pour clarifier des choses qui mériteraient de l'être. Voilà, c'est ça. Et derrière, il y a eu donc... Parce que, évidemment, le paquet, le volet IA ne compte pas uniquement ce décalage des obligations. Il y a d'autres choses, parce que les acteurs en ont profité également pour dire, bon, OK, il y a ce problème-là de l'entrée en vigueur des obligations sur les IA à haut risque, mais il y a d'autres points qui sont à revoir. Alors, ces 2 omnibus, ils ont été publiés en même temps. On va peut-être le rappeler. On était aux alentours de courant novembre. Je ne me rappelle plus la date exacte, mais... Le 18. Le 18, puisque vous en rappelez, parce que vous avez couvert évidemment cette présentation. Donc ça, c'était le moment de la présentation de ces 2 textes. Aujourd'hui, Marie, dans quel calendrier on se situe pour que tout le monde l'ait en tête sur l'omnibus IA ? On en est où aujourd'hui à date dans la procédure ? Alors, le volet de l'omnibus IA, c'est celui qui est le plus avancé, parce qu'il y a cette fameuse deadline. Si jamais on veut que le décalage de l'entrée en vigueur des obligations soit effectif, il faut que le texte soit effectif avant le 2 août. Donc ça pose cette deadline, ce qui fait que ce volet-là de l'omnibus a été négocié dans l'urgence. Aujourd'hui, là, on est au début des trilogues. Il y a eu un premier trilogue, mais vraiment très serrage de main, donc vraiment un trilogue d'introduction le 26 mars, date à laquelle également le Parlement a adopté son mandat de négociation, qui a été ratifié très facilement. Là, en termes des prochaines échéances, le mois d'avril, ça va être vraiment beaucoup de réunions techniques. On s'attend à ce que des accords, ou en tout cas que des points soient trouvés assez facilement en réunion technique. Il y a un deuxième trilogue qui est prévu, lui, fin avril, le 28 avril.
et trilogue plus politique. Voilà, c'est ça. Trilogue plus politique. Sur les points plus politiques, peut-être on y reviendra ensuite sur un peu quels sont les points qui vont occuper le Parlement et les États membres. Et en juin, il y a un peu la volonté d'essayer de trouver un accord, donc mi-juin, fin juin, pour que ensuite le texte soit prêt pour être ratifié en juillet et qu'il soit ensuite publié au JO avant le 2 août. Donc voilà, et s'ajoute à ça, donc, comme je disais, la pression de la Commission pour que ce texte soit ratifié, finalisé avant cette fameuse deadline. La présidence chypriote, elle aussi, a envie d'aller vite sur ce texte, de le terminer avant la fin de sa présidence. Ouais, avant de passer le relais. Voilà, tout à fait. On comprend. Donc voilà, il y a un petit peu tout cela qui rentre en jeu et qui fait que ce texte est assez négocié dans l'urgence. Et où ça a avancé plutôt vite. Alors, peut-être l'un et l'autre aujourd'hui, est-ce qu'on a... Bon, on a visiblement un risque identifié de chevauchement entre les différentes législations. Léo l'a évoqué. Un exemple ou deux concrets de ce que cela recouvre, peut-être dans l'omnibus IA et dans l'omnibus données ensuite, Léo? Alors, sur l'IA, c'est un point qui ne faisait pas partie du scope initialement de la commission, mais ça fait longtemps que l'industrie alerte sur le fait qu'il y a un problème sur l'annexe 1 du règlement sur l'IA. Cette annexe, en fait, elle sert à qualifier ce qu'est un composant de sécurité. C'est un mot un peu technique pour dire, en fait, quand un produit intègre de l'IA, cette intégration de l'IA fait qu'on parle d'un composant de sécurité. Cette annexe-là, elle est divisée en deux parties. Il y a la partie A et la partie B, et chaque partie est rattachée à des législations sectorielles. La partie A, c'est toutes les législations sectorielles qui appartiennent au nouveau cadre législatif, qui sont des législations plus récentes. Et la partie B, c'est des législations très techniques qui, elles, sont un peu plus anciennes. Et par exemple, si je devais donner un exemple de législation, donc il y a d'un côté le règlement sur la sécurité des jouets en partie A et le dispositif sur la directive sur les équipements marins en section B. Donc voilà, très spécifique. Ce matin. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce que dit le règlement sur l'IA, c'est OK, selon qu'on appartienne à une des sections ou à l'autre, on doit se conformer un peu différemment aux obligations du règlement sur l'IA. Et les produits qui appartiennent à cette section A doivent avoir une espèce de double mise en conformité. Ceux dans la section B, c'est un peu, OK, c'est intégré directement dans leur législation. Et ce point-là, ça fait un moment que l'industrie en parle en disant, en fait, là, il y a un chevauchement qui est problématique. Ça ajoute de la complexité. On est obligé de peut-être remplir 2 fois des formulaires pour s'assurer qu'on est en conformité avec 2 législations différentes. Donc, besoin de simplifier, là, on y est vraiment. Tout à fait. Il y a eu des lettres adressées à la Commission disant ce point-là ne va pas. Ça ne faisait donc pas partie de la proposition de la Commission. En revanche, ça a été ensuite amené au Parlement. Notamment par le groupe PPE qui a pris ce problème-là sous son bras. Donc, c'est un exemple de chevauchement qu'aujourd'hui l'Omnibus propose de régler. Est-ce que dans l'omnibus donné, on a aussi ces exemples de chevauchements qui sont traités, en tout cas, certains sont explorés? Absolument, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de frictions dans le cadre réglementaire des données. J'ai mentionné tout à l'heure qu'il y avait plusieurs textes au dernier mandat qui avaient été adoptés. Data Act, Data Governance Act. Ces textes-là se sont ajoutés à d'autres textes sur les données. Là, on parle des données non personnelles, mais la directive sur les flux de données non personnelles, le règlement, la directive Open Data, par exemple. Donc voilà, c'est plusieurs textes qui concernaient le même secteur, ou en tout cas le même objet politique, mais qui du coup n'étaient pas forcément très bien articulés ensemble. Et voilà, donc il y avait une volonté de rationaliser un peu tout ça. Côté RGPD, on avait également des incompréhensions, des incertitudes en tout cas sur la manière dont le RGPD pouvait s'articuler avec le règlement sur l'IA, notamment dans quelle mesure est-ce qu'un fournisseur ou un développeur de modèles d'IA peut utiliser des données personnelles. On pense à des géants de la tech, par exemple, X, le réseau social, ou Google, qui dispose de quantités de données personnelles grâce à tous les outils qu'ils ont déjà développés et qui aujourd'hui veulent développer des modèles d'IA. Il y avait des lignes directrices des CNIL, des autorités qui cherchaient à aiguiller un petit peu cet usage-là, mais bon, c'était pas suffisant.
Voilà, il y avait en gros tout ça, plus je rajoute aussi sur la cyber par exemple, on parle de la directive NIS 2, d'un règlement DORA sur la sécurité des systèmes financiers, du RGPD, etc. Plusieurs textes qui imposaient des obligations de transparence en cas de fuite de données, en cas d'incident cyber, et des obligations qui parfois pouvaient se chevaucher, ou en tout cas un acteur pouvait être amené à devoir déclarer 3 fois quand il y avait un incident cyber qui se manifestait chez lui. Donc voilà, on a un grand manoir législatif avec beaucoup de pièces identiques. Il fallait un peu rationaliser tout ça. Casser des murs, ranger la chambre un petit peu par endroits. C'est ça, exactement. Et puis en fait, on va en reparler juste après, mais derrière tout ça, l'idée c'était aussi de dire, en simplifiant tout ça, on doit pouvoir libérer, non pas les énergies comme dirait l'autre, mais libérer les flux de données pour faciliter l'entraînement d'IA qui est un peu devenu la nouvelle coqueluche de la compétitivité. Si on n'a pas de données, on n'a pas d'IA. Si on n'a pas d'IA, on n'a pas de compétitivité. Et donc la Commission européenne est assez claire sur le fait que cette simplification, cette rationalisation va aussi de pair avec une ouverture des vannes des données. Déjà en 2024, d'ailleurs, en préparant ce live, j'ai fait des recherches sur les brèves qu'on avait écrites. En octobre 2024, la Commission cherchait à évaluer l'articulation du cadre législatif sur les données, Data Act, Data Governance Act, Open Data, etc. Et déjà à ce moment-là, là on est plus d'un an avant l'omnibus, on est encore au tout début de ce nouveau mandat, la Commission n'a pas encore pris ses fonctions, mais l'administration de la Commission européenne écrit déjà qu'elle a l'intention de réformer ces textes-là pour libérer davantage de données utiles dans le contexte des modèles d'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment pas une idée nouvelle. Donc pour servir l'innovation en quelque sorte, si je résume à très gros traits. Merci beaucoup à tous les deux. Alors je vais commencer par prendre une question de Ruben. Merci Ruben pour votre question. N'hésitez pas à suivre l'exemple de Ruben et à nous poser vos questions. On les prendra au fil de l'eau évidemment. Merci pour l'introduction et le contexte, Léo, nous dit Ruben. N'y a-t-il pas également une influence côté Maison-Blanche et Big Tech dans le timing des deux omnibus ? Est-ce qu'il y a eu une influence significative outre-Atlantique qui a conduit peut-être la Commission européenne à accélérer sur ces omnibus et à aller soit plus vite, soit... Quelle est la part d'influence ? Je trouve que c'est une question très intéressante auquel c'est un peu compliqué de répondre parce que la Commission n'est pas très transparente là-dessus. Okay. En revanche, c'est un point qui a été beaucoup soulevé par l'opposition au Parlement quand la Commission est venue en fait présenter ces omnibus en disant voilà, c'est pour ça qu'on les présente, en citant Draghi, en citant l'État. Beaucoup de députés de l'opposition avait un peu un soupçon, en tout cas avait des doutes sur est-ce que c'est vraiment la seule raison. C'est vrai que les règlements sur la tech, et pour parler de celui que je connais sur le règlement sur l'IA, déplaisent à la Maison-Blanche. On se rappelle les propos très forts de Donald Trump quand il a pris son mandat qui n'allait pas par quatre chemins. C'est ça, il y a eu ensuite... Sur réglementation... Voilà. Et par ailleurs, c'est pas... au-delà des discours de Donald Trump, il y a eu... je me rappelle par exemple de cette lettre de l'organisme diplomatique, la mission des États-Unis auprès de l'Union européenne, qui avait donc envoyé une lettre à la Commission en avril dernier, donc il y a 1 an, en disant noir sur blanc, il faut simplifier le règlement sur l'IA. Donc c'est vrai que parfois, il y a un peu un faisceau comme ça d'indices qui laissent penser que en tout cas, au niveau Washington, il y a une envie que les règles sur la tech soient simplifiées. Après, je pense que ça ne veut pas dire pour autant que ce que dit la Commission sur Draghi et l'État est faux. Si je peux compléter, c'est vrai que le discours sur la simplification n'a pas attendu Donald Trump. Trump c'est ce qu'a dit Ursula von der Leyen par ailleurs. C'est ça. C'est d'ailleurs le principal point de défense de la Commission, c'est que Donald Trump a été réélu en novembre 2024. La simplification réglementaire, on en parle depuis début 2024, voire même un peu avant sur le sujet du Green Deal, mais sur la tech, en tout cas, ce discours-là existe déjà depuis 2024. La question qui se pose, c'est est-ce que la Commission serait allée aussi loin s'il n'y avait pas eu cette pression-là des entreprises américaines et dans quelle mesure est-ce que les mesures qui sont proposées, les arbitrages politiques qui ont été faits dans la conception de cet omnibus viennent servir plus ou moins directement les intérêts de certaines entreprises américaines. La Commission européenne plaide vraiment pour dire que, en gros,
ces mesures-là de simplification vont d'abord profiter aux PME, donc aux entreprises européennes. Après, la vérité, c'est que oui, il y en a certaines qui vont plaire à tout le monde, qui vont bénéficier à tout le monde et surtout aux grosses entreprises. Dans quelle mesure est-ce que la Commission européenne se sépare de garde-fous qui favorisaient les PME et régulaient les big tech? Ça, c'est vrai que c'est un débat politique, mais en effet, comme disait Marie, il y a un climat généralisé de suspicion qui entoure cet omnibus, mais d'ailleurs qui entourait également les autres omnibus sur le devoir de vigilance, etc. On sait qu'il y a eu un lobbying, un pressing en règle de grandes entreprises américaines pour simplifier, sabrer dans la législation européenne. Les grandes entreprises de la tech ont fait un lobbying assez important auprès du Parlement européen depuis le début du mandat et auprès de la Commission européenne aussi. Merci beaucoup à tous les deux. J'espère que ça répond à la question de Ruben. J'ai une autre question qui arrive, j'en profite. Question d'Ariane qui nous demande, est-ce que le règlement RGPD est perçu comme un obstacle au développement de l'intelligence artificielle? Des acteurs poussent-ils à une simplification de ce règlement? Alors, pour ainsi dire, on est en plein dans le sujet, parce que c'est justement ce dont on parle ce matin. Je vais peut-être me tourner naturellement vers toi, Léo. Ouais. Obstacle au développement de l'IA vis-à-vis de certains acteurs. Est-ce que certains poussent à une simplification de ce règlement ? Alors, pousser à une simplification, oui. De là à considérer le RGPD dans son ensemble comme un obstacle, je ne pense pas qu'on puisse aller aussi loin. Le RGPD, pour remettre un peu les choses dans leur contexte, il a été présenté en 2012, adopté en 2016, entré en vigueur en 2018. Depuis ce moment-là, donc c'était un des premiers règlements sur la tech, c'était un peu la Commission européenne qui... la cathédrale. C'est ça, la cathédrale, exactement. Et puis, en fait, c'était surtout 4 ans de négociations, le fruit d'un équilibre politique très sensible. Et jusqu'à, on en parlait encore, je pense, il n'y a pas si longtemps que ça, mais jusqu'à il y a 1 an et demi, il était hors de question pour la Commission européenne de toucher au RGPD. Et pour le Parlement européen, pour tout le monde. Tout le monde disait, on a trouvé un équilibre qui est tellement sensible. Par pitié, ne rouvrez pas ce truc-là, parce que ça va forcément, ça risque d'être la foire d'empoigne. Si on ouvre un truc, tel autre groupe politique ou tel autre lobby va pousser pour ouvrir autre chose, et donc on va se retrouver avec quelque chose de beaucoup plus complexe que ce qu'on avait déjà aujourd'hui. Et puis au-delà de ça, je termine là-dessus rapidement, mais le RGPD avait aussi inspiré beaucoup de législation hors Europe, donc c'était un peu la fierté, le petit bijou de la Commission européenne. Est-ce que pour autant il y en a qui appellent à sa simplification? Oui, notamment depuis l'avènement de l'intelligence artificielle, parce que la question se posait de ce qui est un des gros débats du RGPD, de est-ce qu'il faut à chaque fois demander le consentement pour l'utilisation des données. Le RGPD prévoit plusieurs bases légales, le consentement en est une, mais il y en a d'autres, et les développeurs d'intelligence artificielle, de modèles d'IA, voulait recourir à une autre base légale pour ne pas avoir à demander le consentement, qui est la base légale avec en fait, à partir du moment où on autorise les gens à dire non, il y a beaucoup de gens qui disent non. De fait. Donc, les développeurs d'IA voulaient utiliser l'intérêt légitime, qui est une base légale considérée comme moins contraignante et qui est une porte ouverte un peu plus grande à l'utilisation de ces données. Ça, c'est un point, il y en a d'autres. Mais donc, oui, l'avènement de l'IA a... ouvert la porte à ce débat sur est-ce qu'il ne faudrait pas clarifier qu'on peut utiliser les données personnelles pour entraîner des modèles d'IA. Mais alors dans ce cas, on le fait sous quelles conditions, avec quels garde-fous? Et c'est ça que la Commission européenne a cherché à faire. Alors dès, je crois que c'était fin 2024, où il y avait déjà des tables rondes qui s'organisaient autour de l'articulation entre le RGPD et l'IA. Dans les mois qui précédaient, il y avait déjà eu des avis, des orientations, des lignes directrices de l'EDPB, donc le Comité européen de la protection des données, le Cénacle des CNIL au niveau européen, qui s'intéressait à ce sujet-là. Et donc, en fait, dès ce moment-là, il a commencé à y avoir ce débat, ce pressing pour il faut rouvrir, en tout cas de manière ciblée, ou si on ne rouvre pas, clarifier par des textes annexes que les développeurs de modèles d'IA doivent pouvoir déroger au RGPD ou en tout cas utiliser telle base légale du RGPD pour entraîner leur modèle. Merci beaucoup, c'est très clair. Léo, je reviens à l'omnibus IA. Marie, alors les négociations en trilogue, tu l'as dit, ont débuté donc le 26 mars. Ça se passe dans quelle atmosphère? C'est quoi les points bloquants, les principaux points bloquants identifiés à ce stade? Alors, donc, comme je disais, là pour l'instant, il y a eu un premier trilogue très... d'introduction, serrage de main. Donc, mais globalement, l'atmosphère, c'est quand même celle d'une entente. Beaucoup de points qui ont été
le Conseil et le Parlement ont beaucoup de points en accord sur leur position. Il y a quand même quelques points bloquants, il y en a 2 majoritairement. C'est cette fameuse fusion des annexes dont je parlais, qui est quelque chose qui est porté actuellement par le Parlement. Le Conseil n'a pas du tout abordé ce point-là. Maintenant, ça va être au Parlement un petit peu de convaincre le Conseil de dire, bon, cet aspect-là est très important, il faut que ce soit dans le texte final. On sait que quelques États membres sont plutôt enclins à suivre cette position du Parlement, donc notamment l'Allemagne et l'Autriche. Néanmoins, ça ne fait pas tout. Il va falloir faire le Parlement va avoir un travail d'essayer de convaincre sur l'importance de ce point-là, en sachant que il y a pas même si je disais qu'il y a ce côté de ça va simplifier la vie de beaucoup d'entreprises, un petit peu en miroir de ça, beaucoup disent aussi que ça supprime des garde-fous. Donc, il y a un équilibre à trouver. Voilà, c'est ça. Simplifier sans affaiblir le degré de protection, en fait. C'est ça, tout à fait. L'autre point de débat, ça va être la question de l'interdiction des systèmes d'IA permettant la nudification. C'est quelque chose qu'on abordera, je pense, un peu après. Mais on sait que, globalement, le Parlement et le Conseil sont d'accord sur le constat. Il faut faire quelque chose. Mais là où ils sont moins d'accord, c'est à quel point on fait quelque chose, quelle solution on trouve. Là, il y a débat. Donc ça va être, et c'est aussi une question, on comprend assez facilement, très très politique, qui va du coup être plus débattue lors du 2e trilogue fin avril. Donc on y reviendra évidemment. Parmi les points notables, Marie, vus au départ comme sensibles, alors tu l'as évoqué rapidement, mais il y avait l'instauration de ce fameux Stop the Clock sur l'entrée en vigueur de nouvelles obligations. Alors c'est évidemment, donc tu l'as dit, les IA à haut risque qui sont concernés au premier chef. Mais finalement, ça n'a pas été si bloquant que ça. Oui, c'est ça. En fait, je pense que tout le monde a compris qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. C'était, comme je le disais, un petit peu le plus gros point on inclut le règlement sur l'IA pour notamment régler ce gros problème-là. En fait, ce qu'avait proposé la Commission, c'est d'avoir une espèce de mécanisme de flexibilité qui dépendait de est-ce que oui ou non, si on a des textes comme les lignes directrices qui ne sont pas prêts, alors on décale. Le Conseil et le Parlement disent on fait plus simple, on met juste des dates fixes selon un peu quel type d'IA on a, mais on met des dates fixes, on décale à des dates fixes, c'est beaucoup plus simple, tout le monde s'y retrouve. Et donc, le Conseil et le Parlement ont tous les deux eu cette solution-là. Il y a peu de chances que ça soit un point bloquant au niveau des trilogues. Donc en fait, c'est moins devenu une question politique finalement, alors qu'on s'attendait à ce que ça soit un peu plus le cas. Donc voilà, finalement, maintenant, on va voir à quel point la Commission s'oppose ou pas, mais je pense qu'il y a assez peu de risques pour qu'elle ne soit pas d'accord avec cette solution-là. Merci beaucoup, Marie. Alors, autre point chaud, mais bon, Léo l'a déjà abordé, la manière dont on favorise l'accès aux données pour entraîner les modèles d'IA, c'est exactement le point qu'on évoquait il y a quelques minutes, sans abaisser le niveau de protection. Ça me permet quand même de rebondir sur une question de Alex en ligne. Alors, plus une réflexion qu'une question, mais je vous la pose quand même parce qu'elle est intéressante. Alex nous dit, sur l'objectif affiché de simplifier des obligations pour faciliter l'innovation, est-ce qu'il n'est pas clair, nous demande Alex, à terme, que supprimer les obligations réglementaires européennes va en fait bénéficier aux big tech qui sont aujourd'hui en situation de monopole sur le marché de l'IA plutôt qu'à des entreprises européennes. Alex avance. Est-ce que la compétitivité européenne ne serait pas renforcée plutôt par le RGPD tel qu'il existe, qui empêchait ces entreprises de faire tout ce qu'elles pouvaient vouloir faire avec les données personnelles européennes? Donc, question, c'est un peu la question à 1 milliard d'euros, mais qui est aussi posée aux co-législateurs aujourd'hui. Oui, c'est la question en tout cas que posent les co-législateurs aussi à la Commission européenne. C'est celle qu'ils se posent en ce moment même, au moment de discuter, de placer le curseur entre simplification, dérégulation, à quel moment est-ce qu'on peut simplifier sans abaisser le niveau de protection et aller clairement au-delà de la seule simplification. On y reviendra après, je crois que c'est l'objet de la deuxième partie. Mais oui, c'est vrai que là, en tout cas sur l'omnibus données, et en particulier son volet RGPD, c'est là que la question se pose parce qu'il y a beaucoup d'amendements qui ont été proposés.
qui ont tous en filigrane très clair, très transparent d'ailleurs même de la part de la Commission, l'idée de fournir plus de données, de nourrir les modèles d'IA européens. Est-ce que ça va alimenter plus les modèles d'IA américains que les modèles d'IA européens ? Aujourd'hui, je ne peux pas le dire, mais c'est le débat politique. Ce que la Commission fait en fait clairement, pour rentrer un peu dans le détail du texte, pour aller dans cet objectif-là, c'est que donc j'ai parlé de l'intérêt légitime. Elle clarifie via un article que les développeurs de modèles d'IA peuvent recourir à cette base légale pour entraîner leur modèle d'IA, c'est-à-dire dire que c'est dans leur intérêt légitime d'utiliser les données personnelles à des fins d'entraînement des modèles. Mais il y a aussi d'autres textes, d'autres articles du RGPD qui sont touchés, notamment tout ce qui touche au traitement secondaire de données à des fins scientifiques, des données qui ont été récoltées pour un objectif primaire. Est-ce qu'on peut les réutiliser une seconde fois à des fins scientifiques ? Donc là, la Commission définit ce que c'est que des fins scientifiques, en mettant notamment qu'une fin scientifique et une fin commerciale ne sont pas mutuellement incompatibles. Il y a également la question des données anonymisées, en gros la définition d'une donnée personnelle, puisque le RGPD protège les données personnelles, mais si on considère qu'une donnée n'est pas personnelle, eh bien, est-ce que le RGPD s'applique ou non ? Donc là, la Commission dit une donnée, si elle a été anonymisée, elle n'est plus considérée comme personnelle, donc le RGPD et tous ces garde-fous, toutes ces règles ne s'appliquent plus. Donc ça vient aussi dire aux fournisseurs d'IA, ça leur envoie un message de, en fait, si vous anonymisez correctement les données, si c'est à des fins scientifiques, si vous utilisez l'intérêt légitime, etc., vous pouvez utiliser des données personnelles. Tout ça ne fait évidemment pas l'unanimité, c'est très critiqué. C'est dans le débat. Au Parlement européen d'une part, mais aussi au Conseil. Il y a plusieurs États membres qui sont contre cette nouvelle définition des données personnelles, dont la France, je crois. Marie Acquiesce. Marie Acquiesce, exactement. Il y a aussi d'autres sujets, le sujet sur les cookies qui devait venir normalement avec le règlement e-privacy qui a été bloqué aux négociations en trilogue, que la Commission a fini par retirer l'année dernière. Et donc là, du coup, un volet de ce revient par la règlement fenêtre. Revient par la fenêtre exactement de l'omnibus. Donc voilà, il y a plusieurs textes. Là aussi, certains aspects sont salués par les fournisseurs d'IA, par les grandes entreprises américaines, d'autres pas du tout. Par exemple, les cookies, ça ne fait pas l'unanimité, mais ça ne fait pas l'unanimité en Europe non plus, auprès des PME, des secteurs. Il y a certains secteurs, notamment le secteur de la publicité, le secteur des médias en ligne qui s'y opposent. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a vraiment une ligne très claire de la Commission propose ce qui fait plaisir aux big tech et ce qui c'est peut-être pas aussi radical que ça pourrait en avoir l'air. C'est pas aussi radical et le débat est pas aussi simple. Et surtout, le débat, justement, est en cours sur l'omnibus donné, le calendrier de négo. On n'avance pas du tout au même rythme que l'omnibus IA qu'on évoquait. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, on en est à un stade très préliminaire au Parlement européen. Les négociations n'ont pas vraiment encore commencé. Les négociateurs, rapporteurs fictifs ont été nommés, mais on en est à peu près là et c'est tout. Au Conseil, ça a déjà un peu plus avancé. Il y a déjà des propositions de compromis qui sont sur la table. Les États membres ont formulé des commentaires, des réactions. Mais en tout cas, l'objectif n'est pas du tout le même que celui que pour le volet IA. On n'a pas cet impératif de calendrier, de boucler. On n'a pas la date limite qui arrive très très vite. C'est ça. Puis aussi, juste bêtement, c'est un beaucoup plus gros morceau. Omnibus IA, il me semble que c'est une 50aine de pages. Données, on est plus sur la centaine de pages. Il y a plusieurs textes en fait. L'omnibus IA, c'est uniquement le règlement sur l'IA. L'omnibus de données, il y a RGPD, Data Act, Data Governance Act, Open Data, etc. qu'on a cité depuis le départ. Et puis, en fait, c'est des équipes qui doivent simplement prioriser leurs ressources. Au Parlement européen, il y a plusieurs rapporteurs qui sont les mêmes entre l'omnibus IA et l'omnibus données. Oui, c'est ce qu'on se disait en préparant ce live. Il y a des gens qui travaillent sur les deux volets en fait en même temps. Les conseillers politiques au Parlement européen sont les mêmes et la présidence chypriote, ça reste une petite présidence avec des petites ressources, des diplomates qui ne sont pas exactement nombreux. Donc voilà. On avance d'abord sur l'IA et ensuite on avancera ensemble sur le RGPD. Merci beaucoup Léo et Marie. Pour aller plus loin, je vous recommande 2 articles de contexte comme à chaque fois.
comment suivre les négociations express du volet IA de l'Omnibus Tech, un vrai kit de survie signé Marie Collin que je vous recommande évidemment de lire. On vous partage les liens dans le chat. Et la commission marche sur des œufs pour vendre son Omnibus Tech, pour avoir un petit peu de background sur la manière dont ces 2 textes ont été présentés. Évidemment, on passe à notre deuxième partie, vers la simplification et au-delà. On le comprend en vous écoutant tous les deux que certes, on parle bien ici ce matin de simplification, mais pas seulement. Ce Digital Omnibus va de fait un peu plus loin que cela. On va explorer ça dans cette deuxième partie. Alors, parmi les choses qui débordent un peu du cadre de la simplification, Marie, tu as commencé à l'évoquer. Il y a une interdiction qui a vu le jour à l'initiative du Parlement, celle de bloquer stricto sensu les systèmes d'IA permettant, je cite, la nudification. Alors, de quoi s'agit-il? Quelles sont les positions des co-législateurs et en quoi ça montre que finalement, on va un petit peu au-delà d'une simple simplification, si je puis dire? En fait, il faut se remettre un petit peu dans le contexte. Donc, quand les co-législateurs se mettent à travailler sur l'Omnibus IA, on est à peu près début janvier. Le texte a été proposé en novembre, mais bon, il y a eu les vacances, etc. Donc, début janvier, on commence à s'y mettre et ça coïncide avec le moment où, médiatiquement, éclate un peu le scandale sur Grok, donc le système d'IA de X, donc le scandale était autour du fait que des images, que le système permettait de générer des images de personnes dénudées sans qu'elles aient donné leur consentement, voire d'images pédopornographiques. Donc, le scandale éclate un peu partout, notamment en Europe. Et on voit donc le Parlement qui donc, se retrouve avec cet omnibus dans les mains. Et un des rapporteurs, donc Michael Nakamura de Renew, qui est rapporteur pour l'IBIS, est un des premiers à dire « Ok, je vais utiliser cet omnibus pour pour régler ce problème-là. » Parce qu'il y a un peu la question de qu'est-ce qu'on fait contre ça, en fait. Donc, c'est comme ça que ça démarre. Ensuite, on a donc notamment d'autres commissions qui font également des rapports en disant « Ok, ce qu'on pourrait faire, en fait, c'est utiliser l'article 5 du règlement sur l'IA. » Cet article, il définit les IA qui sont à risque inacceptable, donc interdites sur le marché européen, pour y inclure, pour y rajouter ces IA permettant la nudification. Donc là, on est plus dans de la simplification, on crée du droit en fait, on crée des bornes, des garde-fous supplémentaires, alors que ce n'était pas forcément prévu au départ. Voilà, c'est ça, on se saisit de ce moment-là, de ce scandale-là, et comment on le règle, qu'est-ce qu'on y fait, enfin, c'est un peu cet aspect-là, effectivement, c'était pas du tout dans le texte de la commission, de prime abord, mais il y a eu un peu cette urgence-là, notamment politique, à se dire qu'il y a un problème, et il faut trouver un moyen législativement de le régler. Donc ça, c'est côté Parlement. Ouais. Donc il y a eu un peu ces propositions-là, mais pendant les premiers moments de négociation, finalement, on voit rien dans les premiers textes. Et c'est seulement à la fin que, effectivement, il y a l'ajout on utilise cet article 5 pour bannir ces IA qui permettent la notification. Côté Conseil, c'est un petit peu plus différent. Donc les États membres ont fait 3 compromis. En réglant un petit peu, en ajustant un petit peu leur position. Et c'est seulement finalement à la toute fin que, notamment parce que la France et l'Espagne ont poussé pour des mesures sur ces IA-là, qu'on a vu apparaître le bannissement via l'article 5 de ces IA permettant la notification. Donc, comme je disais un petit peu, on a donc, le Conseil et le Parlement qui sont d'accord pour faire quelque chose. Maintenant, la question, c'est, dans les détails, comment on va régler ce souci-là. Merci beaucoup Marie. Alors concernant le traitement des données personnelles, tu l'as évoqué aussi Léo, mais il y a aussi eu des évolutions, notamment sur cette question de l'anonymisation, c'est dur à dire. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quel est le but en la matière? D'où est-ce qu'on part? Je crois que ça vient de la CJUE, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est un exemple assez parlant de cet équilibre entre simplification et aller au-delà. La Commission européenne a justifié cet amendement-là au RGPD en disant que c'était de la codification d'un arrêt, donc l'arrêt SRB, Single Resolution Board, de début septembre 2025,
sur justement la définition, la compréhension des données anonymisées par Donc, le RGPD. En gros, l'idée, c'était de se mettre en conformité, en tout cas de permettre à une transposer, entreprise, c'est ça, d'inclure cet arrêt qui de toute façon a valeur de droit dans le texte du RGPD. Comme ça, vous n'avez pas à connaître le RGPD plus une multitude d'arrêts. Tout ça est écrit noir sur blanc dans le RGPD. Sauf que, en fait, tout le monde n'est pas d'accord avec l'amendement de la Commission. Hein. Les CNIL, notamment, je crois, ont dit à la Commission que la Commission outrepassait un petit peu la simple codification d'un arrêt de la Cour de justice, que ça allait au-delà. Et en fait, ce point-là est assez révélateur parce que c'est le cas de beaucoup d'amendements. Marie a parlé de la nudification, justement, qui s'est fait un chemin dans l'omnibus IA. Mais en fait, au-delà de la seule simplification dans le RGPD, il y a aussi d'autres points qui ne relèvent pas vraiment, ou en tout cas, certaines parties prenantes contestent le fait que ça relève uniquement de la simplification, d'autant plus que en fait, cette crainte de voir une foire d'empoigne se lancer au moment de la réouverture du RGPD il y a quelques années, il y a encore 2 ans, c'est un peu révélé vrai, puisque la Commission européenne disait on ne rouvre pas le RGPD. Puis finalement, en avril 2025, il y a eu un premier amendement très ciblé sur les small mid-caps pour vraiment exempter un peu plus d'entreprises qui ne l'étaient déjà d'une obligation de tenue de registre. Puis finalement, en fait, on avance. Petit à petit, quand même, on ouvre bien. On ouvre bien. Et puis là, en fait, on a 100 pages de... Alors, tout ne touche pas au RGPD, évidemment, mais il y a quand même beaucoup d'amendements au RGPD. Alors qu'un an plus tôt, la Commission disait le RGPD, il n'y a pas forcément besoin de simplification. En tout cas, on réfléchit à de la simplification, mais plus tard. Donc voilà, la question se pose de dans quelle mesure est-ce que la Commission est uniquement en train de simplifier, ou bien est-ce qu'elle est en train de déréguler à plusieurs endroits, notamment parce qu'au départ, on parlait uniquement de faire de la codification, etc. Là, on va un peu au-delà. Alors, vous faites venir un artisan chez vous en lui demandant de repeindre les murs et vous vous retrouvez avec plus de salle de bain ou plus de cuisine. Il a un peu outrepassé son mandat, quoi. C'est pas faux. J'aime bien l'analogie. Alors justement, comment est-ce qu'on explique cette tendance qu'on a pu observer, qu'on est glissé progressivement on va y toucher, on va pas toucher à cette cathédrale, on va vraiment faire en sorte de la préserver. Tout d'un coup, on a 100 pages dans le leak Digital Omnibus que vous avez réussi évidemment à sortir sur le RGPD. On revoit la définition des données personnelles, donc c'est en quelque sorte assez énorme. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on l'explique? Est-ce qu'on est capable de décrire ce qui s'est passé en coulisses, peut-être notamment? On a des pistes pour comprendre ce qui s'est passé en coulisses. Pour réexpliquer rapidement le calendrier, donc je disais, premier amendement sur les small mid-caps, ça c'était en avril, je crois, et qui était très ciblé. À ce moment-là, le commissaire Michael McGrath, qui est irlandais, responsable de la justice et donc de la protection des données, disait qu'il y avait une réflexion qui était en cours sur d'autres mesures de simplification du RGPD, mais que ça prendrait 1 an, au moins 1 an. Et donc on ne s'attendait pas à d'autres amendements dans le courant de l'année 2025. Le Digital Omnibus, lui, était sous la responsabilité d'Ena Virkkunen, donc une autre commissaire qui s'occupe, elle, de la tech en général, mais qui n'a pas la responsabilité directe du RGPD. Donc pour la plupart des parties prenantes, c'était assez clair que le RGPD n'allait pas se retrouver dans ce paquet Omnibus. La consultation ne mentionnait pas le RGPD. Dans les semaines qui précédaient, on parlait toujours de l'IA, on parlait du cadre sur les données, donc Data Act, Data Governance Act, etc., mais pas du RGPD. Et puis, dans les semaines qui précèdent, je pense une dizaine de jours avant, 15 jours avant, on commence à entendre dire qu'il y aura bien du RGPD. Mais au départ, que ce sera un petit peu ciblé. Je me rappelle de cette séquence où vous reveniez de vos rendez-vous et on commençait à entendre, mais je crois qu'ils vont parler du RGPD, je crois qu'il va se passer quelque chose. Il y avait cette part d'intuition, on se disait, mais mes sources, comment c'est aussi ça votre travail, mais initialement, c'était quand même dans un second temps. Il y avait vraiment cette idée, ok, il y a des problématiques vraiment spécifiques au RGPD, mais ça demande c'est pas pour tout de suite. Voilà, c'est ça. C'est pas pour tout de suite. Ça va être dans le Digital Fitness Check. On aura l'occasion de redire ce que c'est. C'est ce qu'on entendait au début. Et finalement, grosse surprise pour tout le monde, je pense, quand les leaks ont commencé à sortir, de voir finalement énormément de changements sur le RGPD et pas du coup des petits changements. Enfin, quand on parle de codifier la RSRB et du coup changer la définition de données personnelles, c'est quand même un changement énorme et qui a provoqué soulevé un peu de bouclier, que ce soit de la part
des politiques ou que ce soit de la part des associations. Donc oui, ça a été un peu la surprise, je pense, pour tout le monde. Et la commission a dû ensuite expliquer pourquoi en fait le RGPD se retrouve dans son omnibus là maintenant. Alors le discours de la commission, ça a été de dire c'était le bon moment. Ok. Qu'est-ce que c'est que le bon moment? Tout à fait. C'est la question qu'on peut poser. Là encore, on va devoir se limiter, s'appuyer uniquement sur un faisceau d'indices. Le faisceau d'indices, c'est d'une part, quelques jours, quelques semaines avant la parution de l'omnibus, la présentation, il y a le gouvernement allemand qui fait circuler une note sur la simplification tech. Du RGPD notamment. Je crois que celle-ci ne touchait que le RGPD. Non, c'était RGPD et globalement, note sur la simplification. Et donc là, il y avait une liste de recommandations de manière assez claire, article par article, de ce que Berlin voulait voir simplifié. Donc là, c'est le nouveau gouvernement allemand qui vient de prendre ses fonctions 6 mois avant. Il y a des idées assez claires sur la simplification et assez ambitieuses, si je puis dire. Et en fait, on se rend compte au moment de la présentation du texte que beaucoup de ces demandes allemandes s'y retrouvent, qu'on n'est pas sur du copier-coller, mais pas loin. Donc, il y a d'une part le plus gros État membre européen qui demande à rouvrir le RGPD. Et puis d'autre part, en fait, ça c'est ce qu'on a pu avoir comme information en entretien avec Michael McGrath quelques semaines après la présentation de l'omnibus. Ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'en gros, lui et son cabinet et son administration n'avaient pas initialement prévu de mettre du RGPD dans ce paquet omnibus, mais au vu de l'avancement des travaux du côté de la DG Connect, donc de Ena Virkkunen, son cabinet et sa branche de l'administration, qui touchait de plus en plus à des aspects du RGPD, ou en tout cas qui marchaient un peu sur les plates-bandes du RGPD, lui et son cabinet se sont dit est-ce qu'on a moyen, en quelques semaines, de produire ces amendements, de réfléchir à ce qu'on peut faire. Comme ça, on fait tout ça d'un coup et on n'a pas... exactement, d'une pierre deux coups. Donc en fait, quelque part, c'est un peu... donc cette DG Connect et Ena Virkkunen qui ont, parce que plus puissantes, parce que hiérarchiquement au-dessus de Michael McGrath, je ne sais pas, ou parce que en fait, juste, elles arrivaient avant, ont un peu guidé ce calendrier, un peu forcé le timing. Mais du coup, ça a dû être fait en très peu de temps. Et surtout, ça a amené une grosse surprise, une grosse levée de bouclier, ce qui a fait que la commission, comme disait Marie, a dû se justifier. C'est pas pour rien que le papier qu'on a écrit est titré « La commission marche sur des œufs ». Michael McGrath lui-même expliquait derrière qu'on ne pouvait pas faire beaucoup plus de simplification sur le RGPD que ce qui était déjà proposé. En gros, on avait atteint les limites, on allait faire le max. Et surtout que la commission ne s'avise pas d'aller proposer autre chose. Ok, merci beaucoup, c'est très clair. Tout ce qu'on se dit, peut-être en conclusion, il faut bien l'avoir en tête. En fait, en vous écoutant, on le comprend, c'est aussi un point de départ. La Commission européenne n'a pas l'intention de s'arrêter là. Marie, tu parlais de fitness check. Et ça aussi, c'est une étape qu'il va falloir vraiment observer de près. C'est ça. En fait, la commission, donc, quand elle a proposé ses deux paquets omnibus, elle a également présenté le Digital Fitness Check. Donc, elle a ouvert une consultation là-dessus, en expliquant que l'idée, c'est un petit peu de faire un grand scan des règlements sur la tech, en essayant de comprendre là où on parlait des chevauchements, là où il y a encore des chevauchements, là où il y a encore des choses à préciser. Donc, elle a ouvert cette consultation, elle s'est terminée récemment. Et ce qu'on a pu un peu y lire dans les réponses, c'est que quand même beaucoup d'acteurs parlent là du DMA et du DSA, qui ont des révisions. Alors en gros, c'est deux textes qui n'ont pas été inclus dans le premier volet omnibus parce qu'il y a un travail d'évaluation, de review, qu'on traduit souvent un peu mal en français comme révision, mais c'est juste de la revue, de l'évaluation de ces textes-là qui sont prévus. Donc le DMA, c'est attendu au mois de mai. Et le DSA un peu plus tard dans l'année. Il y a déjà un premier rapport sur les chevauchements du DSA avec le reste de la législation tech qui est paru à l'hiver, au courant de l'hiver, je crois, autour de novembre. Mais le rapport plus général d'évaluation du DSA doit arriver au mois de novembre de cette année, 2026. Donc à la fin de l'année, on aura déjà une vision assez large de comment ces règlements fonctionnent plusieurs années après leur entrée en application et est-ce qu'il y a la marge de manœuvre pour les simplifier. C'est ça. Et donc ce Digital Fitness Check, donc, suite à la consultation, il va y avoir un espèce de gros rapport attendu début 2027.
Et suite à ça, ça ouvre la possibilité d'avoir d'autres paquets omnibus. Non, c'est un peu que le début, et c'est d'ailleurs aussi ce qu'on entend de la part des acteurs qui nous disent, bon, là on est sur... voilà. En fait, ces 2 omnibus-là, ils ont ouvert la porte un peu avec fracas en mettant l'URGPD. Maintenant, la porte est ouverte et peuvent s'engouffrer d'autres révisions de texte. Merci beaucoup Marie, merci beaucoup Léo. Pour aller plus loin, 3 articles de contexte à nouveau que je vous invite à lire. Comment suivre les négociations express du volet IA de l'Omnibus Tech. La commission marche sur des œufs, on en a parlé, pour vendre son Omnibus Tech, et l'interview du commissaire Michael McGrath, l'Irlandais, dont il est question notamment ce matin à lire également sous la plume des journalistes de Contexte. Il est 11h45, c'est la fin de ce live consacré au Digital Omnibus. Si vous nous suivez en direct, merci encore pour votre fidélité. Merci à Léo et à Marie pour leur éclairage. Merci à Yellow Screen et à ses équipes pour l'accueil dans ce bien beau studio, à Samuel pour la modération, à Nicolas Kefelec et Frédéric Dubosc pour le design de ce beau décor. Pour aller encore plus loin, évidemment, je vous invite à vous plonger dans contexte.com, à relire et lire encore les briefings des éditions Tech et Médias. On se retrouve très bientôt pour un nouveau live. Merci encore. Vous avez évidemment la possibilité de nous réécouter en podcast sur votre plateforme préférée. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite très vivement à découvrir Power, la nouvelle verticale de Contexte. Merci à tous.